Good Morning Business. Le débat. Alors, dire ces 4 vérités à Jean-Marc Daniel, moi je n'essaierai pas, mais moi Stéphane Pedradi, moi non plus, très bien. Vous avez peur d'être assommé par les références historiques et pas pouvoir suivre peut-être. Je vous comprends, je suis de votre côté. Stéphane, on va parler de l'inflation, le pic. Devant, derrière, on en est où ? Alors, moi, j'ai surtout noté ce qu'a dit la banque d'affaires américaine Citi, qui parlait de la Grande-Bretagne hier et qui disait qu'on pourrait atteindre 18,6% d'inflation en début d'année prochaine. Alors, j'entends déjà Christophe, la Grande-Bretagne, ça n'est pas la France, effectivement. C'est ce que je vous ai dit dans les coulisses tout à l'heure, ce matin, à 3h du matin. Néanmoins, cette prévision pessimiste, elle alimente les craintes et le débat de ce matin, d'autant que la semaine dernière, ça ne vous aura pas échappé non plus, l'économiste Isabelle Schnabel, membre du board de la BCE, a déclaré que l'inflation allait continuer d'augmenter et que même une récession de l'économie n'allait pas freiner l'inflation. Quand on a dit ça, il faut quand même regarder la situation de la France. On fait partie pour une fois des bons élèves. 6,1% pour l'inflation en rythme annuel, 6,8% si on prend le chiffre harmonisé, grâce aux boucliers tarifaires et aux mesures qui ont été mises en place par le gouvernement, et grâce aussi à notre mix énergétique, parce qu'on est quand même beaucoup moins dépendant que l'Allemagne du gaz russe, et ça nous protège. Le problème, on y vient, c'est que la BCE a eu des marges de manœuvre assez limitées. Vous savez, quand on veut lutter contre l'inflation, la méthode classique, c'est de relever les taux. La BCE l'a fait en juillet avec une hausse de 50 points de base et on va sans doute avoir la même annonce en septembre lors de la prochaine réunion le 8 septembre. Mais il y a deux problèmes. On sait que les hausses de taux, ça ne fonctionne pas lorsque l'inflation est importée par les matières premières et notamment par le pétrole. Et puis la BCE est coincée, entre guillemets, avec le niveau de dette des pays de la zone euro parce que si elle relève ses taux de manière considérable, on va juste être incapable de faire face au remboursement des intérêts de la dette. Je dis on parce que la France, cette fois-ci, est dans le peloton de tête des pays les plus endettés dans la zone euro. Donc effectivement, ça risque de poser un problème. La BCE est un petit peu démunie. Après, il faut aussi tenir compte des effets de seuil. Cette inflation, si le pétrole se stabilise à un niveau élevé, il restera cher, mais on va bénéficier des effets de seuil qui fait qu'on aura plus d'inflation techniquement. Après, il reste la question des salaires, mais là, je laisse l'économiste nous dire si on a ou pas des effets de second tour. La parole est à la défense. Ouais, tous ces gens qui vous contredisent, c'est agaçant, non, Jean-Marc, non ? Très agaçant. Très agaçant. Mais vous savez, je suis assez obstiné, même si quelquefois les enfants obstinés finissent mal, ils finissent au fond de la Loire. Mais en ce moment, il est à sec. Donc vous avez c'est tranquille. Non, mais attendez, on vous jettera ailleurs. On va parler franchement, vous avez eu tort. Non. Le dingue. Non. Alors, en partie, je reconnais. Je fais quand même en partie. Attention, c'est la première fois. J'attends que Bruno Le Maire fasse la même chose en disant que lui aussi, il avait tort. Parce qu'il a que lui. Exactement, vous ferez un groupe. Que lui. Et le dernier rapport du FMI explique que l'évolution de l'inflation est inattendue. Donc, je rejoins à la fois Bruno Le Maire et Pierre-Olivier Gorin-Chas. Donc, finalement, je suis dans un club qui est un club assez smart. Et du coup, on est foutu ? Non, pas du tout. Alors, quand on regarde ce que dit le FMI dit la hausse des prix des produits alimentaires et de l'énergie, les contraintes pesant sur l'offre dans de nombreux secteurs et un rééquilibrage de la demande en faveur des services ont fait augmenter l'inflation. Donc la question qui se pose, c'est est-ce que ces trois facteurs qui sont à l'origine de l'inflation sont durables? Est-ce qu'ils sont temporaires? Et s'ils sont durables, est-ce qu'on a les moyens effectivement de les contrer? Alors je pense que la hausse du prix de l'énergie et des matières premières alimentaires est effectivement difficile à prévoir, puisque vous avez sur le marché en ce moment des gens qui vous annoncent que le prix du pétrole sera l'année prochaine à $60 et d'autres à $200. Donc là, on est totalement, c'est Madame Irma. La seule chose que l'on peut essayer de voir, c'est ce que disent les marchés eux-mêmes et notamment le marché à terme. Bon, sur les marchés à terme, c'est-à-dire la prévision que font les opérateurs de marché sur l'évolution du prix du pétrole, le pétrole est en dessous de $100 et le prix de la tonne de blé a baissé. C'est-à-dire on est passé de 320 € la tonne à 290 € la tonne sur le marché à terme du blé. Donc, encore une fois, très difficile à prévoir. Enjeu derrière la hausse du prix des matières premières, Stéphane l'a dit, c'est le taux de change. C'est-à-dire, le seul outil dont disposent les banques centrales, c'est de faire monter le taux de change. Et si elles se mettent toutes ensemble à faire monter le taux de change, ça neutralise, ça annule la décision qu'elles ont prise. Donc, un des enjeux, ce sera à Jackson Hole, est-ce qu'elles sont capables de se mettre d'accord sur une grille de change qui soit une grille de change acceptable? Au Royaume-Uni, il y a un an, une livre, ça valait $1,4. Aujourd'hui, ça vaut $1,17. Donc, une grande partie de l'inflation britannique, elle est importée et elle est liée à la baisse de la livre. Pareil pour nous, pareil pour l'euro-dollar. Pareil pour l'euro. Mais est-ce qu'il n'y a pas d'autres raisons plus structurelles qu'on n'a peut-être pas vu venir? Par exemple, la transition écologique qui coûte cher et qui va faire que les voitures vont coûter plus cher. La sécheresse de cet été, le climat qui fait qu'il y a moins d'eau dans les fleuves allemands, que les bateaux peuvent moins transporter de fret et donc que le coût du fret augmente. Il y a des milliards de raisons qui font que
Les prix montent. Oui, il y a des milliards de raisons qui font que les prix montent et il y a des milliards de raisons aussi qui font que les prix baissent. C'est-à-dire, vous avez l'introduction des pays émergents sur les marchés, notamment des pays comme l'Inde et l'Indonésie, qui sont en train de conquérir des parts de marché et dont les coûts salariaux sont inférieurs. Vous avez certaines matières premières qui sont en train de baisser alors qu'on anticipait leur hausse. Donc, en réalité, le véritable enjeu dans tout ça, c'est deux choses. La première chose, c'est est-ce qu'on va maintenir artificiellement une demande excessive au travers des politiques budgétaires très expansionnistes? Et ça, c'est un des enjeux là aussi des réunions du FMI et du G7. Là aussi, si je cite le FMI, un soutien budgétaire ciblé peut contribuer à amortir les effets de l'inflation sur les couches les plus vulnérables de la population, mais devant les budgets publics déjà obérés par la pandémie et la nécessité d'adopter une politique macroéconomique globale, il faudra compenser ces mesures par une hausse des impôts. Donc, ça, c'est pour la France. Et donc, la France est un des pays qui est directement ciblé par ce genre de remarques. Et le deuxième enjeu, c'est l'évolution des salaires. Or, ce qu'on constate, c'est que les salaires, pour l'instant, sont relativement contenus. Justement, ça va être notre sujet. On va en parler ensemble. Les salaires, le comportement des ressources humaines. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir été avec nous, Stéphane Brederzi et Jean-Marc Daniel.